Bonjour Georges. Bonjour, bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. Je me suis retrouvé sur un mauvais canal, la mauvaise chambre d'enregistrement. Ah, Ah, le coq sportif nous a fait remarquer à 9h50. Eh oui, désolé. moi je pense, si tu veux, que je suis impressionné, ces gens, tu vois, qui ont l'horloge en tête comme ça. Moi je suis solaire, tu vois? Le soleil, se décale au fur et à mesure de la journée. Bon, on va sur c'est n'importe quoi. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sera une émission un peu plus courte, parce qu'on a plusieurs enregistrements dans la journée et donc on va vous il y aura d'autres vidéos qui sortiront dans la journée, mais donc on va se cantonner à la revue d'actualité et donc ça finira un peu plus tôt. Et on va commencer par, une fois n'est pas coutume, hier, tu nous présentais un scénario pour l'Ukraine et en particulier pour, les déclarations de Zelensky qui disait, «Ouais, moi j'ai reçu que 80 milliards et les autres disaient qu'il lui en avait envoyé 200», que probablement tout cela, allait construire un narratif de, «Les Ukrainiens sont tous des corrompus donc on arrête de les aider» et ça n'a pas manqué. Le Financial Times, alors je n'ai pas, sur l'ordinateur que je me sers pour faire, je n'ai pas d'abonnement au Financial Times, donc je ne peux vous montrer que le titre. Mais ça commence, donc le Financial Times dit: «Le fait qu'il y ait des suspicions de grosses fraudes, ça fait que, la confiance occidentale est érodée». Érodée qui est un terme très politique pour dire: «Ils se moquent de nous les Ukrainiens». Alors Georges, qu'en dis-tu? Alors c'est écrit risque de s'éroder, mais l'article est assez clair. Donc c'est ce que je disais hier. J'ai fait derrière des communications sur mes réseaux en refaisant un calcul de sources disponibles et de sources disponibles aux États-Unis et des sources médiatiques sérieuses. Hein, sérieuses, je parle de la Tribune, de BFM TV ou du Monde, donc des gens qu'on ne peut pas soupçonner de soutien à la Russie. Et donc les chiffres sont tout à fait corrects. C'est autour de 180 milliards d'aides américaines financières et militaires. Alors j'ai eu autour de 90 pour l'Union européenne. Là, il parlait de l'aide américaine. Donc, il y a un vrai souci, hein, il y a un trou de 100 milliards dans ce que déclare Zelensky. Mais en dehors de ça, c'est comment les États-Unis, en tout cas Trump, peut-il se sortir du guêpier ukrainien qui est en train de se transformer en défaite massive. Il y a deux options. On va voir ce qui va se passer. Soit continuer comme a fait Joe Biden, mais avec quoi? Avec quel levier militaire, quel levier en matériel, dans un contexte d'effondrement en cours, ou alors il a l'option de s'en laver les mains et de dire les autres sont responsables, il a une excuse tout trouvée, ce sont des corrompus. Et on va entendre cette petite musique de plus en plus. J'en mets encore une fois même un coupé, j'avais dit hier, mais voilà, c'est sorti tout de suite, enfin, c'est sorti le lendemain dans le Financial Times, et ça va sortir dans d'autres publications. Là, en ce moment, il y a un pataquès avec les assistants du ministre de la Défense de l'Ukraine qui sont sous le feu des critiques et le ministre lui-même sur des suspicions de corruption sur les fournitures d'armes. Ce focus, je pense, sera utilisé pour les abandonner. Voilà. Si Trump est dans la logique qui est la sienne, qui est également celle de Tulsi Gabbard, qui serait nommé à la tête des services de renseignement américains, c'est dans la logique de ce qu'ils disent depuis quelques mois maintenant. Et puis, ça leur permettrait d'avoir des leviers d'action et des moyens d'action sur d'autres fronts, d'autres combats qui les intéressent beaucoup plus, que ce soit face à la Chine ou au Proche-Orient. Donc voilà, vérification.
immédiate d'une thèse proposition que nous avons faite ici. Mmh. D'ailleurs, tu parles de la Chine, il y a une offensive, mais médiatique gigantesque contre DeepSeek, hein, l'IA chinoise, avec, je crois, des dizaines d'articles tous les jours pour dire: «Attention, ça aide les cybercriminels. Attention, les données, sont données au parti communiste chinois. Attention». Et je n'ai jamais vu une telle fébrilité par rapport à un lancement technologique chinois. C'est-à-dire qu'on peut juste dire: «C'est nul». Le fait d'en faire article sur article sur article, alors c'est vrai que la les médias ont tendance à s'alimenter les uns les autres, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un article, tous les autres font des articles sur le même sujet. Mais ça, pour moi, ça montre une très grande fébrilité et en particulier, beaucoup d'articles sont l'issue de travaux d'experts américains dont, et ça m'a fait beaucoup rire, Cisco donc a fait, comment ça s'appelle? Un audit sur, les capacités de surveillance et donc à quel point c'était dangereux. Et pour ceux qui se souviennent pas, c'était Edward Snowden qui avait révélé les agents de la NSA qui allaient dans les usines Cisco pour ajouter des puces pour espionner les routeurs. Donc effectivement, alors peut-être qu'ils s'y connaissent tellement en surveillance de masse, si tu veux, que c'est facile pour eux de détecter s'il y a de la surveillance de masse. Mais j'ai trouvé ça un peu, l'hôpital qui se fout de la charité, c'est-à-dire: «Regardez comment ils nous espionnent, c'est horrible». Oui, parce que vous, vous ne l'avez pas fait. Bref, Et puis c'est la vérification de tes thèses, Pedro, que TikTok, entre autres, pouvait être utilisé comme source de accumulation de métadonnées pour nourrir les IA chinoises. Là aussi, je pense que tu avais raison, on le saura sûrement plus tard, mais ça doit être effectivement ça. TikTok, Et puis les Temu, mêmes, toutes les sociétés chinoises, en fait. et puis les mêmes qui critiquent le risque d'accumulation de données par la Chine, ce qui est vrai, n'ont eu aucun problème à fournir sans discuter nos données à Microsoft, qu'elles soient d'ordre militaire ou de santé. Bon, on a, voilà, on a des gens qui sont incapables à toute indépendance, donc quand ils la défendent, ça paraît ridicule. Mais bien évidemment, ce serait quand même une bonne chose de ne pas envoyer nos données en flux continu, que ce soit aux Chinois, aux Russes ou aux Américains, et de suivre le chemin que nous ont montré les Suisses. On en a parlé l'autre semaine, à savoir avoir nos centres de données et ne pas nous laisser piller, puisque c'est le savoir et la puissance et la richesse, et c'est la puissance du futur, c'est même la puissance de maintenant. Et là, pour le moment, en Europe et spécifiquement en France, on est très dépourvu. Je voudrais rajouter sur les éléments chiffrés que j'ai donnés sur l'aide à l'Ukraine. Certains m'ont critiqué parce que non, que Zelensky avait raison. Alors déjà, Zelensky, il va avoir raison contre Trump. Je ne crois pas une seule minute. Si Trump a dit c'est 200 milliards, alors là, on peut se gratter pour lui faire avaler que ça soit moins. Certains m'ont dit, mais il y a de l'aide militaire, l'argent est parti aux États-Unis. Oui, le gros, évidemment, de l'aide, euh, c'est des achats d'armes où l'argent va sur les comptes des producteurs d'armes américains. Mais l'arme qui a une valeur financière, elle va en Ukraine. Donc cette aide est réelle et chiffrée. Et non, la plupart ne sont pas des dons, contrairement à ce qui a pu être dit par des gens pas très sérieux sur les plateaux de télé. Il y a à peine 10% de dons sur toute l'aide qui a été envoyée à l'Ukraine. Le reste sont soit des prêts, oui, c'est des prêts, c'est-à-dire que l'État ukrainien le doit. Donc c'est double peine pour ces pauvres Ukrainiens. De toute façon, ce que tu dis est vrai. Peu importe, c'est ça se trouve et c'est une possibilité, il n'y a pas eu de détournement et Zelensky a raison. Mais de toute façon, Trump ne changera pas de narratif. Il dira: «On leur a envoyé beaucoup plus d'argent et l'argent a disparu». Et en fait, les pauvres Ukrainiens se retrouvent dindons de la farce dans cette situation. C'est et que l'argent a été détourné, par qui il a été détourné, peu importe, ce sera eux qui porteront le chapeau jusqu'au jour où on découvrira qu'en fait cet argent n'est jamais parti, voilà, ou qu'il n'a jamais existé. Mais ça changera pas la construction, ce narratif. Je rappelle, alors j'ai pas de fiole, c'est dommage,
Heu, Fred Krum qui nous écrit: «Vu le niveau intellectuel sur TikTok, je vois pas ce qu'une IA pourrait nous apprendre». Pas bien apprendre. alors il faut pas se tromper, une IA, c'est pas que le contenu Mais des c'est vidéos drôle juste. postées, c'est comment les utilisateurs, se comportent, réagissent à du contenu. C'est q les sur quoi on met des likes, comment on commente. Une des choses impressionnantes, en particulier que l'algorithme de TikTok a permis de faire, c'est l'amélioration des, outils de transcription d'audio en texte. C'est-à-dire de passer, par exemple, là, quand je vous parle, d'être capable très rapidement à la volée de transformer ça en texte et ça, c'est très important parce que quand vous faites du renseignement, bah, toute cette conversion en texte, ça vous permet, justement de pouvoir chercher facilement dans les contenus et ben, mine de rien, leur algorithme est bien au-delà de ce qu'était YouTube au moment où ils l'ont lancé et YouTube était pourtant le leader du truc, au point où c'en est devenu un peu grotesque. C'est-à-dire qu'on se moquait des sous-titres sur YouTube, mais par exemple, TikTok avait commencé à être très fort sur les corrections des noms des personnes. Par exemple, typiquement, les noms de famille, les noms des pays, là où, Google était souvent très mauvais et donc c'est vrai que voilà, il faut pas sous-estimer l'importance de la donnée. C'est comme Amazon. Amazon peut ça réussir sur votre profil par rapport à ce que vous allez chercher, par rapport à ce que vous achetez et cetera et en particulier avec tous les autres outils, qu'ils ont à leur disposition, de savoir, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si, vous avez une aventure avec quelqu'un d'autre, ils peuvent tout savoir et tout ça par des algorithmes de déduction en fonction de vos achats, de ce que vous allez consulter, de vos préférences de comment ça s'appelle? De consommation. Ce qui fait que d'ailleurs et c'est même perturbant pour ceux qui ont un téléphone, moi par exemple qui ai l'application Amazon, régulièrement, on se dit: «Tiens, on voudrait» et Amazon d'un seul coup dit: «On pense que vous pourriez être intéressé par ce truc-là» et donc on a une notification d'un produit auquel on a pensé la veille et c'est extrêmement perturbant. Voilà. Heu, Donc plusieurs, commentaires et ben voilà, je l'ai perdu. Ça bouge trop vite. Ouais, Darrell Falcon qui nous écrivait: «Mais je comprends pas d'où vient cet argent. On n'en a pas, c'est un crédit qu'on fait pour l'Ukraine». Oui, c'est beaucoup des crédits, je vous ai dit, mais ce qui est intéressant et ce qui va devenir très, très compliqué pour beaucoup de gens, c'est que, c'est un crédit qu'on fait et si vous prenez 5 000 € à vous et que vous le prêtez à quelqu'un, vous les avez plus, mais ils sont comptabilisés comme étant les vôtres. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Une partie de leurs avoirs, c'est les prêts qu'elles ont accordés. Or là, il y a un sévère problème va se poser, c'est vu les sommes colossales que je viens de vous annoncer, si l'État ukrainien s'effondre, personne ne paiera ses prêts, sûrement pas la Russie. Donc en fait, ça va devenir un passif et ça va s'ajouter à ce qui a été envoyé, en Ukraine et qu'on aurait en actif sous forme de dette. Ben, ça va plus être le cas. Ça va être très, 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 très mauvais pour un paquet de pays européens en particulier, dont la France. C'est pour ça que Donald Trump commence déjà à parler de paiement en terres rares. Je ne sais pas si vous avez entendu hier, c'est intéressant. Il veut money back, il veut son argent. Ah, il a cette logique de tenancier de boutique au Far West, mais lui, il va faire cracher jusqu'au dernier dollar qu'il peut récupérer de ce qui a été donné. Mais même si une grande partie de cet argent a fini sur les comptes des entreprises militaires américaines, il va vouloir récupérer cet argent qui est officiellement, que l'Ukraine officiellement leur doit. Il y avait Sam Altman, Fifi70, qui nous écrivait que Sam Altman a baissé, non, c'est pas Sam Altman qui est sur notre fil, qui a baissé son tarif de son IA de $200 à $20 par mois. Ben oui, il y a un effet direct avec une sévère chute des valeurs technologiques américaines. Bon, sur le programme de République souveraine, on fera ça une autre fois. Euh, euh, et, et j'avais vu quelque chose.
Dis-moi, Ça a bougé trop vite. qu'as-tu vu? Non, mais c'est vrai que là, certains parlent des Américains qui surfinancent leur entreprise, tout en étant des champs du capitalisme et du libéralisme. Le plus grand exemple, c'est Musk avec SpaceX, qui est quand même une entreprise biberonnée à l'argent public, et c'est très drôle de le voir, on va dire, responsable de l'efficacité publique. C'est-à-dire que on verra, à mon avis, dans les prochaines années, que tant que l'argent va aux méga corporations, tout ira bien. Mais si ça va à des aides au développement ou même des programmes sociaux, ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a la bonne dépense et la bonne dépense, comme on dit. Et d'ailleurs, Al Falcon qui dit: «Bah, le reste de l'Ukraine va faire défaut, ce qui restera, Mmh, et la dette sera effacée». Oui, mais quand vous faites défaut, votre créancier, il se retrouve avec de l'argent en moins. mmh, Et si imaginez que vous me prêtiez 5 000 €, beh, ah, je fais défaut. mmh. OK, super, mais vous avez 5 000 € en moins, qui reviendront jamais. Et ça peut être embêtant quand on a des comptes comme, la France. Ou bien, l'Union européenne va payer la dette, de l'Ukraine. On va payer solidairement, Mais c'est pour ça qu'il y a des discussions sur, ce qui serait une autre catastrophe, à savoir se servir de l'argent qui est gelé des avoirs russes. Mais ce serait mmh. une catastrophe, comme ça a été expliqué de nombreuses fois, y compris par nous-mêmes ici. Ce serait la remise en question du fonctionnement, financier international, et surtout de la confiance qu'ont ceux qui achètent de l'euro et du dollar. Et donc là, il y aura un mouvement, déjà c'est tendu, il y aura un mouvement de panique, et de retrait, ou en tout cas de recherche d'autres, valeurs pour, sécuriser les avoirs des États que le dollar ou l'euro. Et le dindon de la farce, c'est l'Europe. Oui, là, on peut le dire. Allez, Alors, en avant. justement, on va là passer sur un sujet franco-français. Alors, la Fondation Abbé Pierre, je crois qu'on peut encore employer, son nom pour l'instant, mais c'est le nom encore de la fondation, vient de sortir un rapport accablant sur le mal-logement. Alors on rappellera, à tous que Emmanuel Macron, avant même d'arriver au pouvoir la première fois, avait dit qu'il réglerait le problème des SDF, je sais pas, en un claquement de doigts ou en je sais pas combien. Mais très rapidement, on voit qu'on se retrouve en France Il avec avait dit à la fin de son mandat, il n'y aura plus personne ne dormira dans les rues. On tout était en à fait. 2017. Effectivement, ce qu'il nous avait pas dit, c'est qu'ils seraient tous morts de froid. Moins cyniquement, on est face à un problème très grave, de logement, une crise sans précédent, hein, dans notre pays. On a, donc 350 000 personnes qui sont considérées comme sans domicile. Alors attention, sans domicile ne veut pas forcément dire qu'ils dorment dans la rue. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont plus capables de louer un appartement ou d'avoir, un appartement, à eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de Paris, par exemple, bah, ça devient impossible de se loger dans Paris à un tarif décent, et même les logements sociaux dans Paris sont excessivement chers par rapport au reste de la France. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais alors ceux qui ont eu un logement social depuis très longtemps, c'est une chose, mais les logements sociaux, parisiens, sont extrêmement chers. Et d'ailleurs, les plafonds pour, heu, pour les logements sociaux dans Paris, à cause de cette crise du logement, font que, je crois, le plafond max, c'est un couple avec 2 enfants, ils ne sortent de la catégorie, d'éligibilité pour un logement social, pas te dire de bêtises, qu'après 100 000 € de revenus annuels. Donc il faut se rendre compte ce que ça représente par rapport aux Français moyens, 100 000 € de revenus annuels à 4. Tu as encore le droit à un logement social à Paris. Alors c'est les catégories supérieures de logement social, parce que les gens ne peuvent plus se loger. Donc on marche sur la tête, complètement. Aujourd'hui, un jeune actif qui rentre dans la vie active, je crois que l'évaluation pour un achat d'un appartement de 50 carrés doit être à plus de 10 000 € par an, par mois, s'il veut pouvoir acquérir son premier bien. S'il a pas d'apport c'est juste impossible, en fait. On est dans un système qui Beh, quoi Pedro, 10 000 € par mois, c'est bien le salaire d'entrée, des jeunes, diplômés, bac+3, non? exactement.
Alors peut-être bac+3 en criminalité ou en trafic de drogue, je sais pas, même si même eux, je ne suis pas sûr qu'ils se font 10 000 par mois. Comme Darrell Falcon l'écrit, il faut que le loyer représente un tiers du max du salaire. Mmh, Pareil pour les remboursements en cas d'achat. Et tu n'as pas un loyer en dessous de 2 000 € pour un F2, F3. Donc on a un vrai problème de crise du logement généralisé, comme Pedro le dit. mmh, C'est aussi dû à la hausse des taux d'intérêt mmh. qui a touché dès septembre 2022 la France et qui fait que toute une série de gens, de citoyens, ne sont pas éligibles à l'accès à la propriété, en plus du renchérissement du parc existant. Et ce qui fait que ça renforce le cercle vicieux, ça freine la construction de logements neufs. Et on a en ce moment une situation absolument catastrophique qui ne fait que s'aggraver dans le BTP, dans le bâtiment. La construction est très très réduite, les projets, il y en a très peu. Et comme il y a moins de logements et qu'il y a toujours autant et encore plus de gens qui demandent, eh bien ça renforce l'augmentation des prix du logement. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est rentré. À ça OK. s'ajoute évidemment le fait que, avec tous les licenciements qu'on a, l'inflation réelle qui a eu lieu pendant 2 ans, qui certes a été freinée, mais on n'est pas revenu en arrière, les salaires qui n'ont pas suivi, voire encore une fois les licenciements assez importants qu'on connaît, qu'on va connaître, dont on a parlé ici, eh bien tout ça aggrave le cercle vicieux du mal logement. Ça va devenir très 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 compliqué. Alors, Edwige Deuve dit: «Parents et grands-parents, soutenons nos enfants». Mais Ils justement, font hein, déjà. c'est ça l'inversion énorme. C'est-à-dire que ma mère aidait sa mère pour son logement. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on parle de retraités qui aident des, des actifs et plus on va dire, on marche complètement sur la tête. Je vais vous partager justement parce que pour ceux qui sont en province, qui n'ont pas forcément, conscience de la situation, justement, j'ai mis alors attendez, juste un instant, je vous Je crois reprends. que Pedro dit ça. C'est intéressant le fait que la manière dont on accède au logement, à la propriété en France. On a un système vraiment pas, qui est pas très efficace et qui repose beaucoup sur la rente et déjà la possession de moyens. Et donc, ça le rend accessible à peu de monde. Il n'y a pas de système d'hypothèque. En Allemagne, aux États-Unis, en Russie, les achats se font par hypothèque. C'est-à-dire, vous venez acheter un logement, parfois avec zéro. Alors, l'hypothèque, c'est que le logement appartient à la banque. Et si par malheur, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas payer beaucoup plus rapidement qu'en France, la banque peut le saisir. Alors quand il y a des crises financières comme celle de 2008 avec le subprime, on voit les catastrophes que ça peut faire pour la population. Mais ça permet un système beaucoup plus dynamique et une réelle accession au logement pour des catégories populaires qui ne l'ont pas. Mais plus du tout là maintenant en ce moment en France. C'est très 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 verrouillé. Donc, ça, c'est le site, donc c'est un site de la mairie de Paris pour postuler à des logements sociaux. Donc et qui regroupe aussi certains logements d'Île-de-France. Il faut voir un 2 pièces dans le 18e arrondissement, probablement dans un coin, pas forcément très top, on est à 602 € pour un 2 pièces, hein. Il faut comprendre donc ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que ça représente pas plus de 30 du taux d'endettement. On est donc sur des gens qui gagnent 2 000 € par mois. C'est-à-dire que c'est même pas un SMIC, ça, pour avoir un 2 pièces. Donc et si on va plus loin, par exemple pour une famille, Heu, un appartement de 4 pièces, 80 carrés, donc qui permet, en gros, un couple et 2 enfants et un salon, hein, il y a même pas de bureau, rien. On est à 1 500 €, donc il faut en gros, 5 000 €, de salaire par mois pour le couple. C'est pas, ça veut dire soit une personne qui gagne 5 000 €, soit, les 2 qui gagnent, aux alentours de 2 500 € et par exemple, pour les fonctionnaires, si on prend les fonctionnaires territoriaux et cetera, il y en a assez peu qui gagnent ces montants-là. Donc même là, hem, tout a inflationné et donc ça crée aussi un effet de bord très important qui est l'effet démographique. Bah, quand on peut pas agrandir son appartement, bah, on fait le nombre d'enfants qu'on a
dans par rapport au nombre de pièces. Donc il y a pas mal de gens qui ont eu un enfant, qui peuvent pas en avoir plus parce qu'ils ont pas de pièces pour mettre les autres enfants et ainsi de suite et donc en fait, tout est intriqué. Oui, bon, enfin, il pourrait faire des efforts, il pourrait traverser la rue et mettre l'enfant à la mine quoi, à l'usine, à 8 ans, comme ça fait une place, hein? Ouais, Mmh. c'est des gens qui veulent pas réussir, ça nous a expliqué le président Macron. Tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs alors, je crois Léonard Michelon dit: «La seule solution d'être propriétaire moins de coûts, c'est partir vivre en Afrique à la retraite». Mais on connaît beaucoup, moi j'en connais beaucoup des retraités qui sont partis par exemple en Grèce au moment de la crise, parce que leurs maigres économies leur permettaient d'acheter quelque chose ce qui était impossible à eux à faire Mais en dans le France. sud de l'Espagne, en Thaïlande, au Cambodge, Mmh. les gens qui sont pas trop malades, qui sont en bonne santé, qui ont une retraite, voire qui ont une retraite très réduite, et parfois même certains qui sont minimum vieillesse se disent: «Bon écoute, 860 €, ici je vais faire des poubelles, autant partir vivre, je sais pas, à Madagascar». Oui et Ou pourtant ils aiment la Cameroun. France. C'est Oui, ou pas, enfin c'est ça après c'est chacun sa vie, mais heu et ils font pression à leur tour, là où ils arrivent. voilà. Parce que quelqu'un qui a 1 200 € qui débarque dans un pays où le salaire moyen est à 50, bah et il embête tout le monde parce qu'il prend des logements enfin voilà, qui sont réservés à d'autres et on a, c'est ce cercle vicieux qui est non seulement touche la France, mais qui touche les autres pays et Adrien nous écrit: «Portugal, 3 petits points». Oui, Portugal, c'est sidérant. Ouais, tout à fait. Les quartiers historiques d'où nous vient le fado, à Lisbonne, il est français, en fait, maintenant. Il est rempli, les appartements, tout a été défoncé, acheté par des, bobos riches, en particulier français. La côte est totalement, occupée par des, retraités, d'autant plus que dans les magouilles, européennes et des accords ont été passés, il faudrait qu'on refasse une émission là-dessus parce que c'est tellement sidérant, où, vous ne payez pas d'impôts du tout pendant 10 ans si vous vous installez, quand vous êtes retraité, si vous vous installez, au Portugal et pas seulement retraité et que vous pouvez prouver que vous y restez 180 jours par an. Preuve qui bon, les contrôles sont très difficiles et de toute façon, il y a des entreprises, de gens malins qui vous aident à prouver que vous êtes resté 180 jours, même si vous restez que 30. Et ce qui fait que vous ne payez pas d'impôts en France. Imaginez le boom immobilier que ça a fait au Portugal. Et évidemment, c'est une catastrophe. Donc, c'est une magouille, effectivement, qui pâtit. C'est une magouille totale des impôts au niveau européen. C'est pour ça qu'ils nous font bien rire quand ils parlent de régulation, alors que c'est l'inverse qui a été construit jusqu'à maintenant. C'est le Mmh. chaos total, surtout si vous avez des sous. Enfin, un petit peu de sous quand même pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc c'est vrai que sur cette question, en plus, depuis le 1er janvier, il y a le problème des passoires thermiques qui ne peuvent plus être loués. Donc des appartements qui étaient les moins chers théoriquement du marché, qui eux-mêmes sortent du marché avec des propriétaires parce qu'il y a un phénomène qui est en train aussi de se passer, c'est que les logements étant trop chers, beaucoup de propriétaires n'ont plus, forcément les moyens de payer les frais de rénovation. Ils ont hérité, ils ont un appartement, mais ils ont pas les revenus qui vont avec, le maintien de cet appartement. La solution qui leur reste, c'est soit de vendre l'appartement, mais parfois ils habitent dedans, et donc ils le vendent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller, ils n'auront pas forcément les moyens de louer quelque chose de mieux ou bien de rester dans une situation de propriétaire pauvre qui fait qu'ils sont très, on va dire, ils sont très vulnérables, en particulier pour ceux qui, le hasard de la vie, ont hérité dans des quartiers qui aujourd'hui se sont gentrifiés et valent très cher alors que c'était, on va dire, des endroits insalubres, je pense dans le 18e ou dans d'autres arrondissements. Donc il y a ce phénomène-là aussi qui prend de l'ampleur. Donc on se retrouve avec de plus en plus de propriétaires ultra endettés, des petits propriétaires, hein, ils vivent pas dans des grandes surfaces, mais, aujourd'hui, vous avez hérité d'un, 25 carrés dans Paris, c'est quasiment 300 000 €. Et donc les gens se retrouvent, et n'ont plus les moyens de payer. Ils ne peuvent pas les louer, ils s tout ça est, on va dire, est coincé et on se retrouve de l'autre côté avec et ça avait été vu,
je crois, si je me trompe pas, 50 des biens appartiennent à 5 ou 6 des ménages. C'est-à-dire des gens qui sont multipropriétaires, qui continuent à accumuler du bien foncier et donc il faudrait limiter déjà, moi je trouve que dans une ville comme Paris, on devrait limiter drastiquement le nombre de biens qu'on puisse, posséder par personne. On a, je remercie, il y a Oui, Daryl Falcon qui dit que le prix il y a un écho, pardon, ouais. que le prix monte, en Bretagne. Alors c'est le mur de l'Atlantique. Je ne sais Mmh. pas si c'est Christophe Guilluy qui en a parlé, ou si c'est, Jérôme Fourquet. Donc ce problème que, voilà, les gens aisés, en particulier, d'Île-de-France, achètent, des maisons secondaires sur la côte et que ça devient inaccessible aux jeunes Bretons. J'ai Jean-Pierre Leroux. Eh bien, je vous remercie Jean-Pierre Leroux, parce que non, Georges, c'est fini maintenant. Effectivement, j'ai vérifié. En 2024, l'exonération d'impôt de 10 ans a été supprimée par le gouvernement portugais. Donc, merci pour l'information. Donc, cette arnaque a pris fin. Ça a duré quand même 15 ans et déstabilisé très sévèrement le marché immobilier au Portugal. Mais merci pour l'update. Je vais rater celle-là. Eh ben, tant mieux. Par contre, ça n'est pas fini avec l'Irlande, en particulier pour toute une série d'entreprises. Tout à fait. Mais bon, je pense que c'est cette question, du logement va être une question, heu, fondamentale des futurs, gouvernements et en particulier des futures élections municipales. Il faudra être très attentif à voir les différentes politiques du logement puisque de toute façon, on peut pas rester dans la situation actuelle. C'est c'est inadmissible. On peut pas avoir des gens qui travaillent, qui sont fonctionnaires de l'État, qui, ont des métiers stables et qui peuvent pas louer un appartement. C'est pas c'est tout le monde devrait pouvoir être logé. Alors les gens disent: «Ah mais ils ont qu'à aller habiter en lointaine banlieue». Oui, bien sûr, les gens peuvent habiter de plus en plus loin, mais tout ça, ça Moi, je suis un cas typique. On a de très bons salaires avec mon épouse. On a 3 enfants et 3 enfants à Paris. Bon, mmh, c'est juste pas possible. Donc on est parti en banlieue sud. exactement. Ce qui est très bien, ça pose pas de problème, mais bon, c'est juste totalement inaccessible. C'est cette transformation de classe moyenne aisée en classe moyenne appauvrie, comme Voilà. système. Et la comparaison par rapport au reste de la France, c'est affolant. Tu vas à Strasbourg, tu vas, à Toulouse, la mê on peut avoir la même cho tu peux avoir 4 à 5 fois la surface pour le même, le donc c'est vrai qu'il y a une grosse inégalité là-dessus et il va falloir travailler. On va passer à un autre sujet qui est justement monsieur Emmanuel Macron, il trouve que et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à se payer des loyers, c'est qu'on travaille pas assez et qu'on prend trop de vacances. Et donc, il se dit que ce serait une bonne chose pour le moral des Français de diminuer les vacances scolaires. Alors quand on sait que un des premiers, on va dire, secteurs de notre PIB est le tourisme, puisqu'on n'a plus d'industrie, je suis pas sûr que ce soit forcément l'idée du siècle et en particulier à un moment où il y a une pénurie d'enseignants, on va leur dire: «Vous allez travailler plus que», ouais, bon bref. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais te laisser en parler, Georges, mais ce que je sache, les générations passées avaient autant, si ce n'est plus de vacances et pourtant il y avait pas trop de difficultés scolaires. Donc je suis pas convaincu que c'est ça qui a fait que notre niveau scolaire a baissé, ces dernières années. Non, mais dans ce domaine comme dans d'autres, les gens ont raison. Et quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce président? Parce que c'est un bouffon, en fait. Donc, il vient d'une école de pensée néolibérale dont il a beaucoup de mal à se sortir. Et on ne travaille pas assez en France. On ne travaille pas assez à l'école, on ne travaille pas assez partout. On Euh, traverse pas assez la rue. on ne traverse pas assez la rue. La France, en particulier dans les secteurs tertiaires, mais aussi dans certains secteurs industriels, a une très bonne productivité, une des meilleures. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est absurde qu'on n'ait pas d'industrie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'emploi.
on n'a pas d'emploi et c'est une relation mathématique simple. C'est si vous augmentez le temps de travail, d'une manière ou d'une autre, de ceux qui travaillent déjà, vous n'améliorez pas évidemment, l'emploi. C'est à l'inverse. Alors bien évidemment, les idées, de diviser le temps de travail, et le partager sont délirantes aussi dans le contexte, économique dans lequel on est. La solution, c'est de relancer la production pour faire du travail, pour créer des emplois et pas, ça. Donc si on est, Sébastien Durand, est-ce qu'on ne devrait pas interdire aux enfants de cligner des yeux? Imaginez tout le temps perdu. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, c'est drôle ça. Hem, le problème, de l'éducation nationale est pas lié aux vacances. Moi, je me souviens, j'ai fait un bac C, au moment où c'était extrêmement difficile d'avoir un bac C, et on avait, je crois 3 mois de vacances en été. C'est juin, juillet, août. C'était comme ça, non, avant? C'était absolument colossal, en fait, Oui, dès que heu ton établissement était centre d'examen, dès juin, tu avais plus cours. oui, oui, moi j'ai plus c'était lycée Montaigne, j'ai plus aucun cours donc heu, ça empêchait pas d'être un très, très bon niveau. Par contre, le niveau s'est effondré partout, y compris, dans, les lycées parisiens. Donc et comme Galilée bah, c'est ce que je vous disais, Galilée, le complot, si on avait de l'industrie. Eh oui, si on avait de l'industrie, ça irait beaucoup mieux. De tous les domaines, ça irait mieux pour la balance commerciale de la France, donc ça irait mieux pour la dette, ça irait mieux pour, l'intégration des nouveaux immigrés par le travail, ça se passe toujours mieux. Ça, réduirait considérablement, heu, le nombre de crimes, parce que les gens qui travaillent n'ont pas à chercher de l'argent ailleurs ou ne sont pas désœuvrés et on aurait de l'argent qui rentrerait dans les caisses de l'État parce que, tout ça produit du travail, donc les gens consomment, il y a de la TVA qui rentre et ainsi de suite. Et bah, voilà, c'est pas ça. Donc cette idée ne lui est pas encore arrivée à l'esprit. Je pense qu'on va devoir attendre qu'il, traverse la rue Saint-Honoré, hein, qu'il sorte de l'Élysée, qu'il la traverse pour qu'enfin la France puisse un peu respirer. Et mais c'est marrant parce que pour lui qui se veut tellement lettré, heu, Marcel Pagnol, les écrits La gloire de mon père, le château de ma mère, c'est des histoires d'enfants qui partent en vacances. Puisque avec leurs parents je veux dire les vacances scolaires pour les enfants, alors pour ceux qui sont parents, quand on voit l'état d'épuisement quand il y a 8 semaines parce que les gens disent: «Oui, mais regardez en Allemagne». En Allemagne, il y a 14 heures ils ont fini les cours, hein. Ils sont pas de 8 heures à 18 heures pour certains, en cours, Oui, mais c'est des systèmes scolaires en Allemagne ou en Russie que je connais ou dans certains pays d'Amérique latine où effectivement ça se finit à 13h30 ou à 14h, mais les cours durent pas 1 heure, ils durent 45 minutes. Les pauses, sont courtes. Les enfants mangent un peu déjeunent un peu plus tard et puis ils ont des activités après. C'est pas juste lâchés dans un pampa à 13h30. tout à fait. Ils font, suivant l'âge, soit beaucoup d'activités différentes, musique, sport, théâtre et puis ça se spécialise au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que, ça permet à ces pays d'avoir, beaucoup plus aisément accès à un vivier de sportifs ou de musiciens, de bon niveau parce que, bah, c'est intégré dans le processus, scolaire et surtout, surtout, il y a une discipline à l'école. Les enfants, quand ils font 45 minutes, ils étudient. Le problème, c'est pour rallonger le temps d'études. Si c'est le chaos à l'école, que les profs n'en peuvent plus ou qu'une partie des profs n'ont pas envie d'enseigner, ou qu'ils sont désespérés, qu'il y a aucune, possibilité de faire pression sur les élèves, on n'a pas le droit de faire de devoirs, ça changera rien, en fait. Mmh. C'est complètement ridicule cette idée. Alors Adrien dit: «Après il y a vacances et vacances, si c'est pour rien faire de toute la journée». Bah, justement, une des choses qui avait permis, au moment de l'arrivée des congés payés, c'était les colonies de vacances. Les colonies de vacances qui, se sont beaucoup développées en France et qui étaient justement un outil populaire pour les parents qui travaillaient, d'envoyer leurs enfants un peu partout et ben il faut savoir que pour le peuple courant, ces, colonies ont quasiment disparu et maintenant alors bon, il y a eu les scandales et cetera, mais c'est l'apanage de trucs très bobos maintenant. C'est devenu un truc un peu luxe, les colonies de vacances. Alors que c'était Sauf, vraiment dans certaines mairies, encore, très sociales où, la mairie s'organise pour, offrir des vac enfin,
Mmh mh. soit payé, soit permettre à ce que les parents payent peu cher des vacances pour leurs enfants. Ça existe encore un peu, heureusement, parce que sinon, mais effectivement, tu as raison, ça fonctionnait de cette manière-là. Parce que ça fait aussi partie du tissu social. Oui, en Ça plus, ça se réduit. partir en colonie, c'était, la collectivité, c'était apprendre à vivre avec les autres, ça permettait l'autonomie des enfants et cetera. Tout ça a disparu. Heu, Galilée, nous écrit, aussi la formation, était, des profs, c'est aussi un problème. Bah oui, de plus en plus. On avait mais c'est parlé fini. ici, du l'année dernière, de la proposition, d'accès au poste de maître, en primaire à partir, non pas d'un bac+5 mais un bac+3 et donc la réduction du test. On avait parlé du test, qui avait choqué tout le monde. C'était absolument ridicule. Enfin, c'est un test qui est fait pour, les analphabètes. C'est pas des gens qui ont un bac+3, c'est des gens qui ont un bac+3 contemporain, c'est-à-dire un bac+3 qui signifie pas grand-chose, ou ils ont des problèmes visiblement eux-mêmes à lire et à écrire, à calculer, correctement. Donc l'épreuve en maths consistait à mettre les chiffres à ordonner les chiffres dans l'ordre. Mmh. Bon, c'était assez, je ne plaisante pas, vous pouvez les vérifier. C'était Sur assez hilarant. ce qui est très agaçant, et comme à chaque fois avec l'Union européenne, c'est qu'on compare, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire on dit: «Regardez, on a, le plus de vacances» et cetera. Un pays nordique comme la Suède ou même la Pologne où en hiver, les nuits, tombent très tôt et le soleil se lève beaucoup plus tard, c'est pas du tout la même logique qu'un pays du sud où, les journées vont être très longues et cetera. Donc déjà, ces comparaisons, juste en termes de, et je parle d'ensoleillement parce que ça joue beaucoup ça. Pourquoi certains pays ont pas trop de vacances à un moment? Beh, si c'est pour avoir des vacances en pleine nuit, c'est moyen en fait. Donc effectivement, par contre, ils vont avoir des journées plus courtes parce que, bah, oui, ils vont pas finir à 18:00 alors que, le soleil s'est couché à midi. Et ben, tout ça, c'est et on nous à chaque fois, on nous martèle des comparaisons avec nos voisins européens qui n'ont pas de sens pour plein de raisons. Déjà, le temps de travail pour, le temps de trajet pour aller au travail, les conditions et cetera. Et c'est toujours cette logique de l'Union européenne, on tire tout le monde vers le bas. Donc qu'on se leurre pas, hein, le but c'est de faire travailler les gens plus et de pas augmenter leur salaire. Voilà. OK, allez, qu'est-ce qui se passe après? À Alors, l'époque, c'était surtout les villes communistes pour les colonies. Pas seulement, mais c'est vrai que, c'était beaucoup le cas et parce que les villes communistes étaient beaucoup des villes populaires aussi, il y a une logique. D'ailleurs, c'est toujours un peu les villes communistes qui aujourd'hui, font ça. Darrell Falcon: «Bah, quand tu as 2 3 enfants, la moindre sortie te coûte pas moins de 200 €. Que veux-tu faire?» Je suis entièrement d'accord, j'ai 3 enfants. Si par malheur, il y en a un qui a l'idée, de vouloir aller, je sais pas, dans un truc très cher, genre, Euro Disney, alors là, c'est mais Euro Disney, on c'est même pas la peine. on peut se pendre tout de suite parce que celle-là, là, c'est le délire. C'est même pas 200 €, hein, ça part en vrille, colossale. Non, Donc le cinéma est devenu hors de le prix. cinéma, Cinéma, je crois avec 2 enfants pour aller voir un simple film avec 2 adultes, tu en as si sans rajouter le popcorn, sur Paris, tu en as quasiment pour 100 €. Si voilà. tu Il y en pas a de réduction. plusieurs comme Strategica qui disent, «Sympa les colonies, j'ai fait les colonies d'Aubervilliers, années 60-74» et d'autres qui parlent de leurs, souvenirs de colonies. Bah, ouais, c'est sympa les colonies ou les camps Mais de foot, suivant, ses orientations politiques, peu importe. Voilà. beaucoup ont eu leurs premières amours en colonie, aussi. Georges s'impatiente avec ses enfants. Je le vois aller, aller. Eh bah, oui, les parents s'impatientent, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a en fait un anniversaire aujourd'hui. Alors, je vais montrer la photo, tu vas nous dire: «Qu'est-ce que c'est que cet anniversaire?» Qui est ce monsieur à moustache là, avec une belle casquette? Et qui sont ces gens, ce banc, ce tapis là un peu pourri là en dessous? C'est quoi tout ça? Georges, je t'ai perdu. Ouais, c'était le micro, pardon. Donc à droite, vous avez, Joseph Staline. Au milieu, vous avez Franklin Roosevelt et à gauche, vous avez, Winston Churchill. Donc 3 des très, très, très grands dirigeants, du XXe siècle réunis ensemble, chacun qui ont marqué en bien ou en mal, l'histoire de leur pays, heu et qui ont été les grands leaders
avec le général de Gaulle, des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on est le 4 février 1945 sur cette photo, donc il y a très exactement 80 ans. Et c'est c'est la célèbre conférence de Yalta en Crimée. Crimée disputée aujourd'hui, comme on le sait, enfin plus tellement disputée puisqu'elle est maintenant totalement sous contrôle de la Russie depuis 11 ans, et que a été décidé le partage du monde. Alors officiellement, d'un côté comme de l'autre, on s'était promis de laisser chacun indépendant. Euh, Par exemple, du côté des pays libérés de l'Allemagne nazie par les soviétiques, des élections libres devaient être tenues. Des élections ont été tenues. Mais comme le disait Staline, le problème, c'est pas d'organiser des élections, c'est de savoir qui compte. Donc elles ont été moyennement libres. Du côté occidental, ça s'est fait de manière moins visible, comme toujours. Mais il y a dès le début un énorme contrôle américain. On le sait par exemple avec le général de Gaulle qui fut furieux d'apprendre que les Américains avaient prévu l'AMGOT, qui est l'American Government on Occupied Territories, donc le gouvernement américain sur les territoires occupés. La France étant un territoire occupé pour eux. Et ils ont installé dès 1945 toute une série de gens qui d'ailleurs ont construit l'Union européenne telle qu'elle est. Donc, à Yalta, sous couvert de discussions amicales, s'organisait la défaite de l'Allemagne nazie, mais aussi le nouveau partage du monde. Et on peut considérer que c'était le début de la guerre froide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes peut-être devant un nouveau Yalta. Et d'ailleurs, jeudi, nous recevrons, on aura un interview spécial avec Caroline Galacteros, qui avait écrit il y a quelques années, en 2019, un livre prémonitoire, Russie, États-Unis, ou États-Unis, Russie, je ne sais plus, un nouveau Yalta, point d'interrogation. Eh bien, c'est là qu'on est. C'est pour ça que c'est intéressant, bon, pour le souvenir, de parler de ce moment historique, pour l'éducation populaire, comme on dit, mais aussi pour se dire que peut-être nous sommes en train de vivre en ce moment même eh bien, un nouveau Yalta entre la constitution des BRICS, de nouvelles dominations euh, asiatiques, en particulier de la Chine, un recul de l'hégémonie américaine, une difficulté du camp occidental à accepter la fin de son hégémonie sur le monde et le désir, eh bien, quand même, de conserver une certaine puissance. C'est en train de se jouer en ce moment, avec évidemment des couacs très très sévères que sont les différents conflits, qu'ils soient en Libye, en Syrie, en Ukraine, au Proche-Orient. Ça se joue maintenant, un nouveau Yalta, on en reparlera jeudi avec Caroline. Mais merci Georges. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. On a Oui, une nou attends, il y avait quelques commentaires. Il y a Watu Watu, il n'avait pas finalisé la bombe. Les Américains, s'ils ont finalisé la bombe, mais ils ont quand même, à Yalta, ils ont quand même ce qu'on sait assez peu, et qui a été en fait une des raisons importantes de la capitulation du Japon. Roosevelt a obtenu de Staline qu'il déclenche la guerre contre le Japon et lance une offensive sur le Japon, ce qui a été le cas, et ce n'est pas que deux bombes atomiques qui ont arrêté provoqué la capitulation sans condition du Japon, c'est aussi l'entrée en guerre de l'Union soviétique qui a remporté d'énormes victoires très vite et qui a saisi des territoires au Japon, dont les îles Kuril, donc c'est une chapelet d'îles comme ça au nord du Japon, et qui est toujours une pierre d'achoppement entre le Japon et la Russie, puisqu'il n'y a toujours pas de traité de paix entre le Japon et la Russie officiellement, en raison en particulier de cette question des Kourils. merci. Alors justement, heu, le donc on parlait de ce qui se passait un peu outre-Atlantique. Alors, il y a, certains ont vu, il y a la création par, Donald Trump d'une agence, d'un secrétariat, on ne sait pas puisque juridiquement apparemment c'est totalement indéfini, le DOGE, donc Department of, Government Efficiency, et donc dirigé par Elon Musk et qui a décidé de s'en prendre frontalement à
USAID, donc USAID, une agence, comment ça s'appelle? Qui s'occupe de la distribution de l'aide internationale, des Américains. Or, cette agence a été soupçonnée par certains, mais d'autres étaient très sûrs que pendant très, très, très longtemps, elle servait de façade à la CIA pour, ses plus basses œuvres et Robert Kennedy justement, en parle dans une vidéo. Il dit: «Oui, c'était bien une façade de la CIA, ils ont détourné des sous, ils ont fait des révolutions, machin, truc et cetera». Très étrangement parce que c'est souvent très rare que les Américains s'attaquent à leur propre système et donc avec des résistances très importantes de fonctionnaires et cetera pour que, Elon Musk et donc les jeunes qu'il a avec lui, se regardent un peu, de ce qui s'est passé réellement dans cette agence. Alors, certains disent: «Bah oui, mais c'est normal, Elon Musk n'est pas fonctionnaire du gouvernement, il a aucun mandat, il n'a pas été élu et que les jeunes qui sont avec lui n'ont aucune expérience et aucune compréhension des dossiers». De l'autre, certains disent: «Il faut toute la transparence et cetera». C'est très compliqué, en fait, de savoir ce qui se passe, mais surtout, et ce que je voulais te poser comme question, Georges, c'est il y a un côté très étrange de voir les États-Unis, heu taper sur la CIA de cette manière-là, en particulier le gouvernement des États-Unis, alors qu'on sait très bien que Trump Mmh. n'est pas en reste vis-à-vis de l'ingérence. Donc est-ce que justement, cette, agence qui était un fer de lance du soft power américain, on n'est pas en train de passer, on le voit dans le cas du Groenland ou des autres, à une logique où le soft power va disparaître et va se transformer en hard power. C'est-à-dire que les Américains n'auront plus besoin de faire du soft power et vont rentrer dans un rapport de force constant avec tout le monde. Bon, je ne suis pas d'accord avec toi, Pedro, et parce que les Américains font du hard power, Déjà. depuis 45 déjà, hein. Je pense que les 2,5 millions de Vietnamiens qui sont morts, au Vietnam, trouvent que c'est quand même du hard power. En particulier ceux qui continuent à mourir de cancer, à cause de la plus grande guerre chimique qui a été faite par les États-Unis, à savoir le déversement d'agents orange sur tout le Nord-Vietnam. Ils trouvent que c'était bien hard, comme le million d'Indonésiens qui ont été tués, entre autres avec l'aide de la CIA, parce que communistes ou trop proches des communistes, comme les gens bombardés dans tout un tas de pays, comme un bon million d'Irakiens qui sont morts, on se demande toujours bien pourquoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il faut ne pas exagérer, et puis je pense que toi-même, tu viens par tes origines, par moitié d'un continent qui a connu le côté pas seulement soft du pouvoir américain, mais hard, version hard, avec toute une série de coups d'État, de renversements, d'assassinats, d'internements, de violences en tout genre, et qui ont amené à la mise en place de toute une série de dictatures. Donc les États-Unis, il faut arrêter avec ce délire, ont des pratiques hard. C'est plutôt, je trouve, l'inverse. Trump utilise plutôt le soft power, enfin le gros bâton commercial pour imposer ses vues. Pour le moment, il n'a pas envoyé de troupes, lui, en tant que président, et c'était le premier depuis très 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 longtemps, même s'il a eu des attitudes, en particulier avec les Palestiniens, l'Iran, qui sont des ferments de guerre en cours ou de guerre à venir. Bon. Il y a deux choses, il y a l'international et l'intérieur aux États-Unis. Mais d'abord, USAID. USAID est perçue comme une ONG humanitaire. Elle l'est et agit de manière humanitaire, c'est-à-dire, Une agence, pas une ONG. oui, une agence, mais elle agit comme une ONG. Elle est perçue un peu comme une ONG par des gens qui ne regardent pas trop les détails ou qui ne regardent pas derrière le rideau, car elle agit comme telle. Il y a des avions de l'USAID qui arrivent, des bateaux qui amènent de la nourriture, de l'aide matérielle, et dans des situations de crise. Mais la principale activité de USAID, c'est par ce soft power, cette aide-là, euh, de subvertir des régions du monde qui sont en conflit, ou de provoquer des conflits, ou de provoquer des coups d'État,
entre autres par l'introduction d'agents sous couvert d'actions de type ONG, humanitaire. Et moi, je l'ai vu directement au Rwanda, avec Paul Kagame, qui est un produit soutenu. Il y avait des gens de l'USAID. Ah, mais je peux vous dire qu'ils étaient quand même costauds, les gars de l'USAID, au Rwanda. C'était un peu comme les journalistes qui accompagnaient les délégations de Poutine à Kazan, hein. Visiblement, ils ont des micros très très lourds, puisqu'ils ont des gros bras quand même. Voilà. Ils ont des valises étranges, bosselées bizarrement. Bon, bref, blague à part, les gens de l'USAID, ça sert à introduire de l'espion américain, comme souvent d'ailleurs les différentes ONG servent à cela. C'est pour ça que les ONG sont toujours auscultées avec attention par les États. Donc je disais, à l'international, qu'est-ce que USAID? Il y a l'action internationale des États-Unis. Donc Donald Trump veut continuer à avoir, alors c'est America First et America hégémonique. Il a dit, il refuse que les BRICS aient une monnaie indépendante, même s'ils n'ont jamais dit qu'il y aurait une monnaie indépendante. Ils ne veulent pas que on sorte la domination du dollar, donc il est toujours dans une logique impériale. Mais dans son pays, il ne veut pas que des instances parallèles fonctionnent hors des décisions de l'exécutif. Et c'est là que le combat aux États-Unis. Alors c'est intéressant à observer, mais c'est aux États-Unis. Et la CIA, le FBI, USAID, entre autres grandes organisations en particulier de renseignement, sont très 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 autonomisées du champ politique. Et c'est ça qui est combattu. C'est pour ça qu'il a nommé Tulsi Gabbard à la tête du renseignement américain. En ce moment, il y a des auditions très violentes de Tulsi Gabbard aux États-Unis et au Sénat. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. En particulier le moment où un sénateur démocrate, je crois que c'était hier ou avant-hier, lui demandait, mais Madame Gabbard, est-ce que vous considérez que Snowden est un traître à la patrie américaine? Et elle essayait de répondre, et lui dit, l'arrêtez pas. Est-ce que c'est, je veux un oui, je veux un non. Est-ce que Edward Snowden est un traître? Oui ou non? Est-ce que Edward Snowden est un traître? Oui ou non? Parce que Edward Snowden est l'incarnation pour les gens de type Trump ou Tulsi Gabbard, eh bien, de ceux qui refusent que des instances fonctionnent de manière libre en contrainte des citoyens américains et ne respectent pas la Constitution et le pouvoir exécutif. Or, ce que veut Trump, je ne sais pas s'il va y parvenir, c'est la reprise en main par l'exécutif de toutes ces agences de renseignement. C'est très compliqué, il peut y perdre la vie, hein. Un président américain, John Fitzgerald Kennedy, l'a senti passer à Dallas après ce que la mafia et la CIA avaient considéré comme son fiasco dans la baie des cochons parce qu'il avait refusé d'appliquer ce que eux voulaient, alors que c'est l'inverse, c'est eux qui sont censés appliquer ce que décide le président. On a là ce combat titanesque qui a lieu, qui a cours maintenant aux États-Unis. On verra comment ça va finir. C'est une course de vitesse où l'objectif de Trump est de nommer à tous les postes, de dégager ceux qui sont en contrôle et hors de contrôle du pouvoir exécutif Mmh. pour placer des gens qui respectent le pouvoir exécutif, son pouvoir exécutif. Mais ça ne change rien au fait, encore une fois, qu'il veut America First, envahir, prendre le Groenland ou que le Canada rejoigne les États-Unis. Ce sont deux choses parfaitement différentes. Mmh. Alors certains, justement, quand tu regardes un peu les débats aux États-Unis, il est beaucoup question justement que, sur cette question de reprise en main de l'exécutif, de mettre hors jeu le Congrès. C'est-à-dire que c'est surtout le Congrès qui avait un droit de contrôle et de regard et effectivement, on voit clairement que de sa part, il y a une volonté que ce soit plus le Congrès et l'exécutif et dont certains sont en train de dire que justement ces mesures-là, sont anticonstitutionnels puisqu'il ne peut pas se passer de l'avis du Congrès, par exemple, pour supprimer telle ou telle agence. Alors bon, c'est le problème de politique interne des États-Unis. Ce qui est très très étrange, c'est cette logique décomplexée d'admettre, en particulier, pour, Kennedy qui aujourd'hui est dans le gouvernement, d'admettre que
ils se servent de ça comme on va dire d'une façade pour faire des opérations, pas très nettes dans certains pays. C'est, alors pour ceux qui aimaient bien, ce film avec Ben Affleck de Argo, c'est les États-Unis ont un très long historique comme ça d'utiliser, des couvertures pour faire, des des actions et il y a eu énormément. Alors il y avait une série, alors effectivement qui a fictionnalisé ça, mais qui se base sur beaucoup de faits réels qui est Homeland, où beaucoup justement, on voit bien cette logique-là d'intrication, on envoie de l'aide, en fait c'est des armes et cetera. Ils l'ont fait partout, c'est un peu leur, marque de fabrique. C'est pour ça que c'est surprenant de voir qu'ils le font, de manière aussi ouverte, c'est-à-dire devant les médias et cetera. Ce conflit, de pouvoir, mais je pense que tu as raison. C'est surtout, il veut une reprise en main puisqu'il veut probablement que, il ait une agence qui ne soit plus indépendante, mais complètement, sous sa coupe et qui puisse décider de ce qu'il va en faire. Donc la question c'est: quelle va être la politique de Trump et pourquoi il a besoin d'autant de pouvoir sur cette, hem, zut, sur cette entité? Non? Tu es pas d'accord? Je sais pas. Oui, il faudra voir. Je pense que ce que j'ai dit, c'est qu'il veut, avoir un contrôle, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité, absolue et profonde et qui est de l'ordre d'une révolution aux États-Unis, ce qui se passe actuellement et Trump, est une crapule, mais c'est en même temps, quelqu'un qui est sincère et qui incarne une sincérité, qui est une réalité américaine. Les gens veulent reprendre le contrôle sur leur gouvernement. Ils veulent pas qu'il y ait des trucs comme le NSA, la CIA et le FBI qui fonctionnent en roue libre et qui fassent des trucs. Ça se voit, je les annonces sur le nombre de morts, et la situation du conflit en Ukraine est une désinformation de la CIA envers le président. Il y a suffisamment d'anciens agents qui sont en train de le dire aux États-Unis. C'est incroyable ce qui se passe. Ils disent: «C'est la même chose qu'en Irak». C'est une agence invente des trucs qu'ils vendent après au gouvernement pour justifier leurs propres objectifs. Bon. Heu Watu Watu écrit, «Si Trump veut pas la guerre, pourquoi est-ce qu'il retire ses troupes d'Europe?» Bah, il parle de retrait des troupes d'Europe, mais encore une fois, les choses ne sont pas si simples et puis il le fera avec des négociations. Alors, Sam Libano, et je vois bien que vous n'aimez pas les juifs, j'ai compris, mais le monde ne peut pas être vu sous un seul prisme et on est au courant de l'influence du, lobby, israélien. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire quelqu'un qui est pas bêtement antisémite, mais qui, a écrit un livre fantastique aux États-Unis documenté qui s'appelle Le lobby israélien. Il s'agit de John Mearsheimer. Donc on est au courant et on est au courant de tout ce que vous écrivez. Et c'est pas la peine de l'écrire à ce rythme-là et avec cette haine répétée, c'est agaçant un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a il faut pas se tromper, d'ennemi. On sait très bien que, alors certains, vous dites, par exemple, que Trump a déclaré, que, Hillary avait créé Daesh. On sait très bien que le fondement d'ISIS, à la base, était pour fragiliser Al-Qaïda. On voit que ça a très bien marché. Il n'a pas dit que Hillary a créé, Al-Qaïda et ce qu'il a Daesh, dit, Daesh. c'est la réalité, Mmh. c'est que, à ce moment-là, Clinton et Obama considéraient que, d'ailleurs comme Fabius, c'était la Al-Nusra, qui est une extension, d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot et travaillait, étaient nos alliés en Syrie. Bon, mais c'est pas nouveau. Ils ont déjà fait ça en Afghanistan, ils ont fait ça en Irak, puis ils ont fait ça partout. Ils ont, avec le Hamas. Ils favorisent, les groupes extrémistes religieux en espérant que ça va permettre de vaincre, ceux qui ont une vision plus indépendantiste, nationale de leur pays, où qu'ils soient. Mmh. Et en général, c'est du chaos qui s'installe derrière. Alors, on a un dernier sujet, Mais j'ai compris, Salim Bano, que vous dénoncez les sionistes, mais, puis ça dépend de quels sionistes. Il y a des sionistes, religieux et des sionistes laïcs, c'est des choses très, très différentes, et oui, effectivement, c'est juste il que y vous avait, avez une des et ça, financières, non, oui, parce qu'il parle de qui était derrière, Trump, bah oui, une des financières,
du réseau israélien aux États-Unis, a financé on sait pas, entre 50 et 100 millions de dollars la campagne de Trump, mais Elon Musk aussi, et toute la tech, et ils étaient eux aussi là, ainsi que Monsieur Bernard Arnault. Donc, il y a différents soutiens et différents lieux de pouvoir. Donc le dernier sujet qui n'a rien à voir, qui est un sujet sur l'industrie française. On a au Sénat un patron d'une des dernières industries, donc Florent Menegaux, patron donc du groupe Michelin, qui a été reçu pour une audition et qui dresse un bilan catastrophique, de l'industrie en France, des règles entourant le marché européen, de notre impuissance, de tout. Humain. Un patron qui, devrait être là plutôt pour, essayer de faire on va dire, des courbettes, mais pour moi, ça résonne un peu comme, les dernières auditions, d'Henri Proglio, qui lui aussi, on se retrouve avec des grands patrons, des capitaines d'industrie, d'entreprise, qui deviennent très aigris par rapport à notre situation politique. Aigris, je pense, à raison. Donc qu'est-ce que toi tu en penses, justement, Georges, de ce changement justement de discours où maintenant on a des patrons qui disent: «Vraiment c'est n'importe quoi, c'est plus possible en fait». Alors, on essaie ici à Fréquence Populaire de ne pas avoir de réaction pavlovienne. Donc on a récemment eu un licenciement massif de 1 200 emplois Mmh. chez Michelin, heu, qui nous a agacés, et puis il y a eu, y compris de la part de Michel Barnier, alors Premier ministre, une réaction à l'Assemblée nationale qui demande: «Mais où est parti l'argent public, qu'on vous a donné?» Et donc, une mise en responsabilité, de Michelin, de ses actionnaires, faire plus de fric sur le dos des ouvriers. C'est pas faux. Il faut pas l'oublier comme raison. Aussi au fait que, le capitalisme industriel va mal en Occident. On a énormément de bénéfices des entreprises qui sont beaucoup trop détournés sur les dividendes accordés aux actionnaires, plutôt qu'à l'investissement, au partage des salaires, à l'amélioration, à la modernisation des sites. Surtout que l'objectif est souvent de délocaliser pour maximiser soit les profits, soit les avoirs plus compétitifs. Donc ça, c'est une vision, on va dire, de gauche, et qui est vraie, elle. Mais là, on a une vision plus de droite, libérale, qui est celle qu'a défendu heu, le PDG de Michelin, Florent Menegaux, devant la commission, du Sénat, et il n'a pas tort non plus. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, que, les sites, de Michelin, tournent à 40 de leur capacité et produisent les pneus les plus chers au monde. Voilà. Il a dit ceci: «Sur un salaire de 100 € brut, l'employeur français paie 142 € de charges, l'employeur allemand paie 120 €. Le salaire français touche 77,50 € net, le salaire allemand touche 80 €. Donc il dit, une absurdité, c'est qu'on paie plus cher pour que les gens aient des salaires moindres. Heu, il a rappelé que les taxes sur la production représentent 4,5 du PIB contre 2,2 en moyenne dans l'Union européenne. Et puis il est venu, c'est pour ça que tu as peut-être aussi parlé de Proglio, sur le coût de l'électricité. Il dit: «L'électricité coûte 132 € du mégawattheure, alors qu'aux États-Unis, elle est de 68 € en Amé enfin oui, 68 €. Le gaz est à 53 € du mégawattheure en Europe, il est à 16 € en Amérique. Il n'a pas arrêté de le dire, c'est 3 fois moins cher, aux États-Unis pour le gaz, 2 fois moins cher pour l'électricité. Alors pour l'électricité, c'est complètement absurde pour notre pays, hein, encore on l'a précisé, on pourrait être même en dessous, ouais, on pourrait être largement en dessous même du 68 € de l'heure, être compétitif si on n'avait pas cet absurde système de tarification de l'énergie en Europe qui nous est imposé
par la Commission européenne, qui elle-même est dominée par des Allemands comme von der Leyen, qui eux ont abandonné le nucléaire et ne veulent pas que la France ait un quelconque avantage compétitif en industriel. Donc là, on a un vrai souci, et donc il a également, de ce fait, rappelé ce qui va se passer, ce qui est déjà en train de se passer, c'est-à-dire une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, entre autres, qui se fait par le biais du coût de l'énergie. Et il n'y a pas photo. Si vous êtes industriel, vous pouvez être de gauche, de droite, vert, jaune, chauve ou chevelu. Si vous devez payer 3 fois plus cher l'énergie pour produire, évidemment que vous n'allez pas être rentable. Or, dans la production de pneus, eh ben, l'énergie est extrêmement importante. Enfin, ça utilise énormément d'énergie pour produire des Mmh. pneus. Ici Et je fais toute une série de choses qui rappellent, qui sont vraies aussi. Alors, c'est intéressant de réussir à prendre ce côté véridique de la vue du patron et celui des syndicats. Donc, il a rappelé par exemple que depuis 2019, les coûts de production en Asie sont restés stables. En Europe, ils ont monté de quasiment 100%, c'est-à-dire 91%, et ainsi de suite. alors justement, il Ouais, pardon, parce que j'oublie, non, mais ouais, j'oubliais parce que j'ai ma fiche là et qui est énorme. Le problème, c'est qu'il parle aussi des oui, c'est normes ce que j'allais européennes dire. C'est-à-dire qui sont imposées et quand même et à laquelle s'ajoutent des normes françaises que les autres n'ont pas. Donc par exemple, ils payent entre 150 à 200 millions par an pour la traçabilité, des matériaux. alors le truc justement, ce qui se plaint sur la question des normes européennes, c'est que et effectivement, ça fait partie des belles absurdités de l'Union, c'est qu'au-delà de faire des normes absurdes, l'Union européenne, ces normes doivent être transcrites dans chaque pays. Or, on se retrouve avec chaque pays qui transcrit à sa manière et donc des différentiels de normes importantes sur la même norme qui a été imposée à tout le monde. Donc en fait, ça fait du n'importe quoi, il y a pas d'homogénéisation. Justement, là où l'Union européenne aurait pu servir, à faire quelque chose d'homogène, en fait, c'est même pas le cas. Et donc chaque pays, adapte la norme européenne à sa sauce et donc ça lui pose un problème. Maintenant, concrètement, Mais donc, il y aurait pas mais maintenant, d'union, ce serait pareil. Donc pour moi, c'est l'argument s'entend dans le sens où pour lui, l'union devrait marcher. Donc ça montre juste que ça marche pas l'union. Mais si les pays étaient indépendants, chacun aurait ses propres normes, donc oui, mais tu aurais pas des normes, supplémentaires qui s'ajouteraient. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il liste des choses qui sont, positives, heu et qui rejoignent souvent ce qu'on dit. Il dit que la France, il y a une excellence toujours de la recherche et développement, il y a quand même une main-d'œuvre qualifiée, qu'on a une position stratégique très intéressante, qu'on est sur toutes les mers et qu'on a des infrastructures de qualité, pour le moment. Et donc lui, il propose alors des choses assez classiques pour un patron, la baisse des charges, du travail, mais aussi de développer une énergie qui soit compétitive. Alors, développer, on l'a partiellement, c'est l'énergie électrique, mais ce qui veut dire, c'est sortir de cette tarification européenne. Et puis, simplifier les réglementations. Et donc, il dit harmoniser la réglementation au niveau européen, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est fantastique, c'est que ce système est délirant, que ce soit sur la fiscalité ou sur d'autres aspects, il n'est pas harmonieux. C'est pour ça qu'on a une concurrence déloyale au niveau des patrons comme au niveau des salariés. Je pense aux travailleurs détachés. L'Europe, l'Union européenne n'est pas ce qu'elle dit être. C'est tout à fait l'inverse. Et il se propose, il dit qu'il faudrait faire respecter les normes à tous les acteurs en protégeant les industries stratégiques. Petit exemple, si vous avez des normes sociales, environnementales, pourquoi pas, à la production de pneus, ça a un coût, eh bien vous ne pouvez pas accepter sur votre marché des pneus qui sont produits par la Chine d'une autre manière. Il faut être taxé pour que ce soit à égalité. Ou alors, les producteurs de ces autres pays montrent que les pneus sont produits, et les pneus, ça peut être n'importe quel produit, vous l'avez bien compris, peuvent être produits avec les mêmes contraintes et les mêmes normes. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, évidemment que les usines vont fermer en France. On n'arrête pas de le répéter. Et ce n'est pas juste un problème de répartition des bénéfices, ce qui est également quand même un problème. Puis troisièmement, il parle de la formation.
Voilà, il faut renforcer l'enseignement des mathématiques, c'est sûrement l'endroit où les choses sont les plus catastrophiques, en France. Développer, l'apprentissage, former au métier de demain. Donc ça a rien de délirant en fait, ce qu'ils proposent, ça a même plutôt, du bon sens. Heu et je pense qu'un État stratège pourrait trouver des accords avec ce genre de patron en en plus des propositions qu'il fait et qui sont bonnes, remettant, du social et moins de je sais pas pourquoi j'ai le mot anglais qui arrive, de greed, Mmh. d'avarice de la part, des actionnaires. Alors certains, disent que les pneus, chinois, sont pourris et ne tiennent pas. Alors je crois surtout Les pneus algériens sont halal, c'est les drôle ça. Oui, bah, c'est quelqu'un qui tout à l'heure avait écrit, ils copient tout. Mais en fait, faut arrêter avec cette idée, c'est vraiment ça marche plus, c'est à 25 ans. non mais aujourd'hui effectivement les Chinois, investissent beaucoup dans les pneus, ils sont pas encore au niveau, mais on l'a vu dans la voiture électrique. Ils ont des cycles tellement rapides que et ils seront au niveau quand il faudra et c'est juste qu'ils itèrent, ils itèrent, ils itèrent, jusqu'à ce que ça marche. Les c'est surtout les Dans son rapport, il a dit, le PDG de Renault, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que combien il y avait d'entreprises, ouais, en 25 ans, 200 nouveaux fabricants de pneus sont apparus en mmh, Chine. oui. 200. La sur cette question-là, c'est surtout les pneus coréens qui leur posent problème, parce que les Coréens font des pneus, alors pas aussi bons effectivement les pneus Michelin, en sachant que le pneu Michelin est considéré comme le pneu premium par excellence, hein. Après en dessous, je crois c'est Pirelli et Continental, c'est vraiment et Goodyear, Michelin est considéré comme le premium, donc qui fait les meilleurs pneus. Donc en même temps, pour l'instant, la concurrence qu'il a, c'est surtout, ce qui le gêne, c'est l'envolée des prix de l'énergie. Parce que pour produire un pneu, il faut beaucoup d'énergie et c'est là où on voit que, au delà de toute la question du conflit ukrainien, ne avoir sous-estimé dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de la planification, la question énergétique nous coûte aujourd'hui notre industrie. Ankou Stinger nous écrit: «Les maths, c'est catastrophique, on a un ministre de l'économie incapable de faire des maths». Il est plus ministre de l'économie, maintenant il est écrivain de romans à l'eau de rose. Non. Bon, Claire nous dit que, il y a un décalage entre le son et mon image. Je ne sais pas. Alors parfois, quand c'est le cas, il faut Qui juste es-tu? rafraîchir l'image. Bon, bon, je ne dirai pas ce commentaire d'Éric, horriblement sexiste et je ne m'y connais pas en calendrier. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé chez mécanicien roulant en électrique, voilà. Il y a pas Ah, d'entretien. le calendrier Michelin est bien en dessous du calendrier Ouais, Pirelli? exactement. C'est entièrement ultra sexiste dans un monde où, vraiment, Éric, 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 Éric. Vraiment. Mais c'est vrai que pour le moral des garagistes, je pense que les calendriers aidaient beaucoup. Voilà, voilà. Enfin bref, on arrive, au bout de la fin de cette revue de presse. On va vous laisser, c'est un peu plus court aujourd'hui. Carrément au bout de la fin. Au Ça bout de la fin. c'est le terminus, le bout de la fin. Exactement, c'est parce que tu vois, et d'un seul coup, j'ai vu Emmanuel Macron, tu vois? Je voyais la lumière au fond et j'ai vu Emmanuel Macron, je me suis dit: «On va dépasser, ça y est, c'est la fin». En fait, c'est pas la fin, tu vois? C'était un mirage, mais c'était le bout de la fin, tu vois? Je me suis dit: «Peut-être qu'on sait jamais». Ce qui est sûr, c'est que, on espère que jeudi, on aura des sujets avec des meilleures Il y en nouvelles. a qui nous parlent. Parce que moi, j'aimerais bien quand même qu'on invente des trucs, qu'on ait des bonnes nouvelles. C'est On en a. ah si, Juste, il y en a qui parlaient du CICE, Adrien, je vois l'autre con avec son pins à 1 000 000 d'emplois, j'en rage, mais entre nous, si, il y a eu une bonne nouvelle. C'est la préfecture de police qui a annoncé qu'on est passé, je crois, de 45 bandes ultra-violentes dans Paris à plus que 17 bandes ultra-violentes, mais elles ont grossi leur nombre de membres. Bon, mais quand même, tu vois, c'est peut-être une bonne nouvelle. On a réussi à légèrement diminuer la criminalité grâce aux JO. Enfin bref, on voit tu veux dire qu'il y a eu des fusions-acquisitions au sein des bandes? exactement.
drôle ça. Ouais et peut-être il y a eu des échanges de battes, tu vois? Ils se sont dit: «Ah mon couteau», tu vois? Et tout ça dans un peut-être ils sont partis en colonie ensemble et ils se sont dit que la violence les rapprochait, tu vois? On sait pas, des miracles comme ça de la préfecture de police. Ce qui est sûr, c'est que, en vrai, il faut être très honnête, toutes les stats de la délinquance ont baissé l'année dernière. Pourquoi? Parce que qu'avec les JO qui ont bouclé la moitié de la ville, bah et qu'il y avait combien? 30 000 flics partout, bah, c'est clair que ça fait baisser les stats. Voilà, exactement comme dit Paty, ils ont fait le ménage, donc ils vont nous présenter des stats mirobolantes et se les attribuer. C'est clair que quand tous les 50 mètres, il y a un policier, généralement la criminalité, elle baisse. Voilà. Enfin bref, on dit qu'on devient fonctionnaire. Non, Oui, je sais pas pourquoi on est heu, fonctionnaire. bah, parce qu'on finit plus tôt, Ouais, bon. c'est pour ça. Ah, mais non, mais là on part en reportage en fait. Exactement, on va essayer. Bon, Allez! on vous remercie à tous et on vous souhaite une très bonne journée.